Bienvenue, madame, mademoiselle, monsieur, au Vidéorandia du samedi soir. Sous la première neige de l'année de cette saison d'automne-d'hiver 2021. Devant le mont Saint-Hilaire qui est perdu dans la brume parce qu'il tombe de la neige. Nous étions samedi le 27 novembre 2021 pour le Vidéorandia numéro 48. Mémorable, vous verrez. Conception, animation et montage, Richard Glenn, les hôtellistes du Nouveau Monde, mes invités, Jean de Flore de Floride et Bernard de Montréal. Des temps d'aujourd'hui à hier et à demain. La moisson est-elle prête? Et dans le club créé, il y a un prolongement aux abonnés du club créé du mois de novembre sur le même thème. Ne manquez pas d'aller voir et lire le complément surprenant, premier commentaire épinglé en haut de tous les autres pour avoir le lien direct. À la supervision technique, Emmanuel, Stéphane et Donald. À la régie, Spirale. Conception du nouveau site du club créé, François Deschamps, webmaître. Et ne manquez pas de vous abonner au club créé. C'est la condition sine qua non pour qu'on puisse continuer à faire nos émissions du samedi soir gratuitement aussi. Bonne émission. C'est une rencontre un peu spéciale qu'on fait aujourd'hui avec deux versions. Étant donné les circonstances, les sujets qu'on aborde dans les rencontres qu'on a aujourd'hui avec Jean de Flore risquent de déranger certains diffuseurs, appelons ça comme ça. Alors, bienvenue à cette émission du Vidéorandia numéro 48. Nous allons aborder un sujet d'actualité qui va nous permettre probablement de comprendre avec un certain recul les propos de Bernard de Montréal qui nous a transmis il y a déjà fort longtemps, en 1979, à CKVL, la station de radio de Montréal, bien connue à l'époque. Et Bernard de Montréal, il a sa façon de parler, de dire des choses, puis peut-être qu'avec le temps, on comprend mieux ce que ça voulait dire, ce qu'il nous disait. Juste pour vous donner une petite introduction, on va en écouter un premier extrait de Bernard de Montréal immédiatement. On l'écoute. Nous sommes dans une période où il y a un combat pour la planète Terre. Et ce combat est au niveau de l'esprit humain. Et c'est un combat à mort. C'est un combat à la finale. C'est un combat pour la libération de l'homme ou la subjugation totale de l'homme. Il y aura des forces qui prendront contrôle. Il y aura des forces qui ne pourront pas prendre contrôle. Et ces gens-là, sur lesquels ils ne pourront pas prendre contrôle, se forceront dans une direction. Ils s'isoleront d'une façon totale. Mais dans une dimension qui n'existe pas encore. Qui existe, mais à laquelle nous n'avons pas encore accès. Bien oui, nous voici dans le studio, comme à l'habitude, se réchauffer au bord d'un feu, parce que avec la neige qui arrive au Québec, c'est le signe que winter is coming, comme on disait dans la série, tiens, je vais demander à Jean s'il est capable de me dire, la fameuse télésérie Winter is Coming. Bonjour Jean. Salut Richard, c'est pas Game of Thrones? Ça? Exactement. Got, Game of Thrones, got. And, si tu veux, notre image qui représente bien notre émission d'aujourd'hui, la moisson est-elle prête? Et j'ai pensé mettre un souvenir de ton émission où tu avais participé avec nous à l'époque où tu venais au Vidéorandia régulièrement, Apocalypse Now, et justement, GOT est à travers le NOW, Now pour le New World Order, là. Oui. Mais GOT, G-O-T, and we got it now, l'Apocalypse. On va se parler. Oui, comme tu le dis si bien, Apocalypse, c'est révélation. Il y a bien des choses qui sont révélées actuellement. Ah, vraiment? Les consciences s'éveillent parce que les gens voient la réalité, parce que ça fait plus de 150 ans que les médias nous endorment avec une histoire.
et une grande pièce de théâtre. Puis là, le rideau se lève, puis on voit l'envers du décor. Alors, oui. Ouais. Alors, C'est comme le film de Wizard of Oz, hein, Richard? Tu te souviens de Wizard of Oz, là, il y avait le grand, le wizard, comment qu'on traduisait ça? Le magicien d'Oz. Le grand magicien, le grand manipulateur qui faisait peur. Puis là, quand il rouvrait le rideau à la fin du film, c'était un nain, puis qui tirait toutes sortes de manivelles pour faire peur aux gens. Oui. Et c'est quand on découvre que celui qui est derrière les rideaux, finalement, c'est un être humain comme tout le monde, puis qui n'a vraiment pas des pouvoirs, si c'était pas de tous les artefacts, puis tous les appareillages qui permettent d'avoir des pouvoirs sur l'être humain, d'autant plus que l'être humain se fait lentement diminuer, dégrader, de façon à ce que le wizard, le magicien, ait plus de pouvoir sur nous, parce qu'on laisse faire, Qui ne dit mot consent. Effectivement. Eh bien, moi, avant d'aller plus loin, Richard, je veux mentionner qu'on enregistre lors de la Thanksgiving aux États-Unis. Ah! Et puis, donc, cet après-midi, je partage du temps de congé avec vous, parce que c'est sacré aux États-Unis, le Thanksgiving. Ce qu'on appelle l'action de grâce. Hein? C'est ça, l'action de grâce, qui est plutôt au Canada, là. Puis, je ne sais pas à quel moment vous la célébrez en Europe, si vous la célébrez. Mais tout ça pour dire que moi, je veux signaler à nos auditeurs, nos spectateurs, ben, qu'on est bien chanceux, hein, d'avoir passé au travers. On est privilégié. Dans certains cas, on a été guidés, comme me disait une auditrice l'autre fois. On a été guidés pour passer au travers de tout ça. Puis aujourd'hui, bien, on est réunis et puis on écoute cette émission-ci. On regarde cette émission-ci. Alors, bien, merci à ceux qui sont de l'autre côté du rideau pour faire en sorte qu'on est encore là aujourd'hui. Ah, je te dirais qu'eux ne sont pas dans le théâtre, ne sont pas de l'autre côté d'un rideau, ni dans les coulisses. Ils sont bien au-dessus de la salle de spectacle. Je suis d'accord avec ça. Ben oui, hein, Shea t'aimes beaucoup l'image qu'on avait utilisée justement dans le poster de l'émission à laquelle on faisait allusion tantôt, des êtres comme des humains qui sont en banlieue de la Terre et qui observent la Terre de loin à travers une immense bay window, là, une immense vitre. Là, j'aurais le goût de dire des choses et étant donné notre engagement, et que nous allons nous enregistrer mutuellement de façon à ce que chacun de nos deux publics, souvent c'est le même public quand même, te voit dans mon émission et moi dans ton émission Numéri-Presse. Effectivement, on va diffuser cette émission-là en intégralité. Moi, je vais carrément reprendre l'enregistrement original et le remettre sans montage. OK. Tout simplement sur les ondes de Numéri-Presse, qui est une diffusion en privé réservée aux membres. Alors, Jean de Flore, petite parenthèse, mais tu es vraiment de Flore, c'est-à-dire de Floride. Oh, oui, je suis de retour depuis quelque temps. Ça paraît peut-être pas, là, mais on est de retour en Floride. Alors, comme moi, j'écoute Jean de Flore tous les dimanches. Pas toujours à l'heure où tu le fais en direct le matin à 10h, mais en reprise quelques heures après, c'est disponible pour tout le monde. Ben, pour tous ceux qui sont abonnés au club Numéri-Presse. C'est ça, numéripresse.com. .com, exactement. Ben, écoute, je me sers beaucoup de ton témoignage à plein de monde autour de moi, sachant qu'on a présentement beaucoup de Québécois en Floride qui ont évidemment présenté patte blanche, c'est-à-dire le passeport vaccinal avec la preuve des 2 vaccins. Peut-être qu'il y en aura un 3e pour leur retour, mais que, rendu en Floride, on n'exige absolument pas de manière obligatoire ni le passeport, ni les vaccins pour le restaurant, pour le cinéma et tout le reste. Imagine le raz de marée au retour au mois d'avril, mai, juin prochain, quand les Québécois de Floride vont revenir au Québec pour se faire dire « Hey, vous allez vous confiner, puis vous allez vous faire revacciner pour la 4e fois, là, ou peut-être la 5e, va donc voir. » Qu'est-ce qui se passe en Floride? Les gens sont pas des humains comme nous autres. Qu'est-ce que c'est qui est fait qu'ils sont protégés de ça?
Richard, je ne sais plus trop quoi te répondre, si ce n'est que on se l'était dit, hein, on l'avait partagé avec nos spectateurs et puis entre nous en privé, là. Euh, Ici, la vie, elle est normale et elle est presque normale depuis le début de la pandémie. Un des rares endroits où il y a encore un gros problème, c'est au niveau des hôpitaux. Parce que les hôpitaux reçoivent des subventions du gouvernement fédéral, donc ils appliquent un protocole auprès des gens malades tel que le gouvernement fédéral des États-Unis leur propose afin d'être admissible aux subventions. Parce que, comme j'ai expliqué dans l'émission de dimanche dernier, toute l'opération actuelle liée à la COVID et aux mesures d'urgence, c'est une grande opération. Pourquoi les gouvernements ne cherchent pas à mettre fin aux états d'urgence? C'est que lorsqu'il y a état d'urgence, ils n'ont pas besoin de faire ce qu'on appelle des appels d'offres, aller en appel d'offres pour demander au plus bas soumissionnaire ou selon les règles. Là, il y a des fois que c'est pas toujours le plus bas, mais selon certains critères là, qui doivent être rencontrés. Alors, il n'y a pas de motivation pour les gens à qui profite la COVID. Tu sais, le vieil adage que tu as déjà utilisé, il y a plus de gens qui vivent du cancer qu'il y en a qui en meurent. Eh bien, il y a plus de gens qui vivent de la COVID qu'il y en a qui en meurent. Alors, devant cette situation-là, entre autres, les hôpitaux, et ça, c'est un des derniers bastions qui résistent en Floride pour ne pas retourner à la vie normale, bien, chez eux, si vous faites le choix du mauvais hôpital, ben vous allez vous retrouver avec le traitement comme vous avez au Québec et en France, le traitement classique où on fait l'intubation, puis vous allez en mourir. Alors que il y a des centres ou de traitements gratuits où on offre le Remeron, qui est un des traitements alternatifs, et ça, c'est payé par l'État de la Floride. Vous allez dans un centre ouvert par le gouvernement de la Floride et ils vous donnent le traitement gratuitement. Et les gens s'en remettent de façon spectaculaire entre 24 et 48 heures, un peu comme d'autres traitements, comme on a déjà parlé dans le passé. Oui, curieusement, c'est la question qu'on se pose de l'extérieur. Comment se fait-il qu'il n'y ait jamais eu de soins pour la COVID, à part d'attendre un vaccin qui a été fait précipité, puis qu'à un moment donné, on l'impose ou presque. Hein. C'est une façon de ne pas dire imposer quand on leur dit tu perds ta job, tu n'auras pas tes subventions, tu n'auras pas ci, tu n'auras pas ça, si tu n'es pas vacciné. C'est une manière indirecte de l'imposer. On ne peut pas dire que les gens qui acceptent le font librement consentis. Ils sont forcés d'être consentis. Tu sais? Mais de moins si on en allait moins sur le plan ici, sexuel, puis que quelqu'un serait obligé d'accepter de se faire rentrer dans le corps quelque chose, parce qu'on lui dit, si tu n'acceptes pas là, la relation sexuelle, tu perds ta job. Ben, on dirait, donc, écoute, une minute, c'est un viol, ça, là, c'est pas librement consenti. Exactement, c'est de l'abus, etc. Ben oui. Alors, ici, en Floride, ces choses-là, c'est en train de changer parce que la législature s'est réunie la semaine dernière et elle a passé toute une série de lois qui interdisent aux employeurs de faire de la discrimination. Et cette semaine, les formulaires pour les gens qui souhaitent faire application en vertu de leur objection, en vertu des questions religieuses, par exemple. Alors, il y a un formulaire que les gens peuvent aller chercher sur le site du ministère de la Santé de la Floride. Ils le remplissent et ils le soumettent à l'employeur et l'employeur ne peut refuser sous aucune raison de donner cette exemption religieuse-là à l'injection. Oh là! OK. Donc il n'y a pas eu de... Liberté de culte et liberté de croyance est respectée totalement. Exactement. Et les plus grands employeurs, incluant ceux qui sont situés à Orlando, mais celui que la souris est son emblème international. Alors, la souris, elle voulait forcer tous les employés à recevoir l'injection en Floride et elle a reculé. Et ça, c'est important parce que c'est un des plus gros employeurs privés de la Floride. Ben oui. Et puis au niveau des employeurs publics comme les ports et les aéroports, tous ceux qui cherchaient à imposer ça
sont en train de reculer si ce n'est pas déjà fait. Toutes les commissions scolaires ont maintenant reculé sur la question des obligations auprès des enfants. C'est fini. Si les parents disent non, il n'y aura rien. Ensuite, tout ce qui est comme je disais, les hôpitaux, là, il y a des batailles. Là, il y a des hôpitaux qui ont annoncé en fin de semaine qu'ils réembauchaient les employés mis à pied durant les dernières semaines. Alors, il y a vraiment un renversement ici. La liberté gagne. Le fait que les citoyens s'impliquent, c'est ça la différence. En privé, on s'en parlait avant d'enregistrer hier. Alors, la différence, c'est que les gens s'impliquent. Et s'impliquent pas seulement depuis les dernières semaines. Ils s'impliquent depuis des mois, voire des années. Donc, ça rend la bataille pour le respect des droits et libertés beaucoup plus facile. Un de nos grands problèmes au Canada, en France et ailleurs en Europe, c'est que les gens ont arrêté de s'impliquer. On a toujours délégué, fait confiance. Alors qu'ici, les citoyens sont très impliqués. Et c'est ça qui fait la différence entre l'État de la Floride versus d'autres États aux États-Unis, que je pense à la Californie ou à New York. La situation est très similaire aux régions où c'est plus extrême, comme au Canada ou en Europe. Nos snowbirds qui sont partis de Montréal, là, ou du Québec en tout cas, puis en camper, en automobile, qui ont traversé tous ces États-là, il y a des États où ils sont obligés d'avoir le masque. Tu arrives à l'autre État, t'es pas obligé, tu peux aller au restaurant, t'es pas vacciné, t'as pas le droit d'aller au restaurant. C'est disparate comme ça, le voyage là, pour aller en Floride. Oui, et pour une bonne raison, c'est que, rappelons-nous qu'il s'agit des États-Unis d'Amérique. Oui. Les États, chaque État, ont délégué des pouvoirs à l'organisation fédérale. Et non l'inverse, ce n'est pas l'organisation fédérale qui a délégué des pouvoirs aux États. Donc, quand les colonies américaines, après avoir fait la guerre d'indépendance, elles sont devenues des États. Et à ce moment-là, elles ont convenu de créer les États-Unis d'Amérique et ont convenu des pouvoirs qu'ils allaient déléguer à l'État fédéral. Et c'est pour ça que l'on retrouve beaucoup de pouvoirs qui sont au niveau des États. Et étrangement, Richard, la plupart des pouvoirs que historiquement le Québec a réclamés, eh bien, si le Québec était un État américain, le Québec aurait tous ces pouvoirs qu'il réclamait depuis des décennies. Il faut se mettre dans l'idée que des États aux États-Unis, c'est pas comme des provinces au Canada. C'est comme si c'était des pays avec leur législation, leur façon de procéder. Il y a des pays, j'allais dire, oui, des États qui sont comme des pays. Des fois, c'était la peine capitale, l'autre à côté, c'était pas la peine capitale, etc. Là, on entend parler d'avortement, puis l'autre à côté, non, pas d'avortement, puis etc. Alors donc, il faudrait se mettre dans l'idée qu'au lieu d'avoir 10 provinces au Canada, ce serait 10 pays qui s'unissent ensemble pour des besoins de défense nationale, etc. Mais dans le cas d'une pandémie, c'est une question de défense humanitaire globale pour ne pas permettre qu'il y ait une éclosion d'une maladie dans un foyer, à une région qu'on appellerait un pays, un État, puis que ça pollue tous les environnements. Comment est-ce qu'ils ont réussi à gérer ça, là? Le gouvernement fédéral n'a pas pris le dessus. Non, parce que c'est une question d'ordre. La santé relève du domaine des États. Comme au Canada, la santé relève du domaine des provinces. Alors, quand les pouvoirs sont délégués. Alors, c'est comme ça que c'est prévu à la Constitution des États-Unis, et tout ça pour éviter la tyrannie. L'objectif, c'est que les pères fondateurs, c'était des hommes, alors c'est pour ça qu'on les appelle les pères fondateurs des États-Unis, ils savaient très bien, en raison de leur expérience avec la couronne britannique et leur relation avec la France, parce qu'ils étaient soutenus par la France, il ne faut pas l'oublier. Si les États-Unis existent aujourd'hui, c'est grâce à la France. C'est la France qui a financé la naissance des États-Unis. Alors que les colonies, elles étaient très riches. Les colonies étaient plus riches que même la mère patrie en Angleterre. Mais toute l'industrie de guerre, si je peux dire, pour se libérer, ils avaient le soutien
de la France pour y arriver. Et puis, alors tout ça pour dire que ils avaient très bien vu la menace de la tyrannie. Ils ne voulaient pas revivre la même situation pour laquelle ils se libéraient de la couronne d'Angleterre. Et donc, ils ont prévu des mécanismes. Et puis, ils se sont dit, qu'est-ce qui est pire? Qu'il y ait des millions de personnes qui meurent ou que notre idéal meure. Et leur conclusion, c'était que leur idéal devait survivre. Alors, c'est toute une mentalité qui est différente. Ouais. Parce que leur mentalité, c'est la liberté en premier. Nous, on a une mentalité de coloniser, hein, le syndrome colonial. On est soumis parce qu'on a perdu. Mais il ne faut pas oublier qu'à le fameux affrontement entre Wolfe et Montcalm, les deux généraux sont morts chacun de leur côté. Hein. Bon. Et puis, mais pire que ça, Richard, les Américains sont venus libérer le Bas-Canada dans la bataille de Sainte-Foy à Québec. Hein, dans la paroisse Notre-Dame-de-Foy était là le terrain de bataille. Et ils sont venus, les troupes américaines, qui étaient plus nombreuses après avoir traversé les forêts pour venir jusqu'à Québec, pour libérer ce que l'on appelle aujourd'hui le Québec. Et puis les Québécois les ont pas supportés. Hein? Ça s'appelle la bataille de Sainte-Foy. Je sais pas exactement à quel moment, là. Mais alors, ils ont envoyé des troupes pour libérer le Québec, pour que le Québec, le Haut-Canada, le Haut-Canada, c'est le Québec, si je me souviens bien, puis l'Ontario était le Bas-Canada. C'est comme le fleuve, là. Le fleuve descend, donc c'est le Bas-Canada au Québec. Le Haut-Canada, c'était l'Ontario. Ah oui, c'est ça, c'était le contraire. C'est ça, exactement. Le Bas-Canada se joigne, effectivement, merci Richard. Alors, pour que le Bas-Canada se joigne aux États-Unis, et puis nos ancêtres ont pas daigné que la liberté valait plus cher que le risque. Alors, aux États-Unis, toute la société est basée, tous les concepts de leur société, c'est basé autour de la liberté. Oui. C'est pour ça qu'on voit sur les pièces de monnaie, liberté, la cloche de la liberté, tout ça. Oui. Alors, pour eux, vaut mieux être libre que enchaîné comme on l'a été depuis 2 ans. Là. Mais là, mais là, c'est mondial. Là. C'est pas juste au Québec. Là, c'est presque, dit-on, mondial. Parce qu'évidemment, on nous fait pas voir ce qui se passe ailleurs. J'ai appris qu'en Islande, c'est à peu près le même traitement qu'en Floride. Les gens sont pas forcés, sauf pour prendre l'avion. Est-ce qu'en Floride, c'est pas la même chose? Si tu veux prendre l'avion, les lignes aériennes t'imposent... L'aviation, comme elle est de ressort fédéral, ben, c'est le gouvernement fédéral qui applique les lois. Et puis ça, la différence, c'est qu'aux États-Unis, il y a des gens qui contestent. Il y a des gens qui vont devant les tribunaux. Alors, les pilotes et les employés, les hôtesses de l'air, les mécaniciens, tout ça, ils ont contesté devant les tribunaux, entre autres la compagnie Southwest, qui est une compagnie d'aviation à rabais. Et c'est les 2 victoires de suite qu'ils ont devant les tribunaux. Alors là, l'employeur n'a plus la possibilité d'imposer l'injection aux employés. Oh. Alors là, les voyageurs, il n'y a pas, à ma connaissance, aucune personne qui a entrepris un recours pour les voyageurs, mais je ne serais pas surpris que ça vienne bientôt. Et puis, effectivement, mais la situation n'est pas du tout la même mondialement. Je vous ai parlé de ce qui se passait au Mexique. Au Mexique, il n'y a aucun test requis pour entrer, aucune injection requise pour opérer quotidiennement. Et on prend l'avion librement, tous les transports publics librement. Dans certaines zones, parce que là aussi, au Mexique, c'est les États-Unis du Mexique, alors la santé relève de chaque État. Donc, il y a des zones plus sévères avec le masque, en public, dehors. Et il y en a d'autres qu'il n'y en a pas. Alors, ils ont adopté le système des feux de signalisation. Donc, il y a eu des États qui ont été verts tout le long de la crise. Il y en a qui ont été rouges tout le long de la crise. Puis il y a eu des jaunes puis des oranges qui sont... et de l'application qui était différente. Au Brésil, la situation a été relativement libre. En Colombie, il y a eu une longue période de fermeture, mais là, suite aux pressions des citoyens, la liberté est revenue.
Au Costa Rica, par exemple, ça a été quand même assez libre jusqu'à maintenant. Et là, on a annoncé qu'à partir de janvier, il y aurait des mesures qui seraient prises. Pendant ce temps-là, au Nicaragua, un pays socialiste qui était sous le contrôle de Daniel Ortega, l'ancien communiste là, de la junte qui s'était battue dans les années 80, ceux qui ont la mémoire de cette époque-là. Ben, il a été encore une fois réélu, ça fait à quelques occasions, et lui, il prend une approche de liberté. C'est intéressant de voir qu'en ce moment, les pays socialistes, c'est des endroits où il y a beaucoup de liberté, alors que dans notre culture à nous, ça a toujours été des endroits extrêmement répressifs. Ben oui. Ensuite, les anciens pays communistes de l'Europe de l'Est, ils sont extrêmement pro-liberté. Où il y a des conflits importants, la population se soulève, et les sociétés dites de droit, de papier, hein, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l'Europe de l'Ouest, là, on était protégés par des chartes, par des montagnes de papier. Ben, pendant ce temps-là, il y a rien, on abuse de nous. Parce que la protection de papier, ça vaut pas cher si on n'exerce pas nos droits. Et comme il n'y a pas de citoyens ou très peu de citoyens qui vont devant les tribunaux, eh bien, il n'y a pas de renversement de tout ça. Mais regarde, en Espagne, il y a encore eu un jugement là, cette semaine pour une région de l'Espagne pour mettre fin, interdire le petit livret vaccinal. Là, je ne sais plus quel mot qu'on peut dire, là, fait que je dis livret. Oui, je comprends. Bon. Alors, mais là, la question, c'est qu'ils ont contrôlé la pensée des êtres humains par les médias de masse, massivement, la masse, elle a écrasé l'opinion personnelle, c'était d'en arriver avec un état d'urgence sanitaire. Et là, on s'est dit, les scientifiques savent la vérité, on va les écouter. Moi, j'ai un ami à qui je parlais au téléphone ce matin, il a été sauvé d'un AVC, là, un accident vasculo-cérébral, et finalement, pour lui, ben, la médecine l'a sauvé une fois, la médecine est là pour nous sauver. Alors, on a une tendance à déléguer à l'autorité les décisions à prendre. Et comme il s'agit d'une question de vie ou de mort, on ne discute pas très longtemps. On se dit, si c'est ça la meilleure solution qu'ils nous disent eux autres, les spécialistes, bon, on va les écouter. On remettra pas ça en question. Arrête, prends une pause là, Richard, parce que je veux réagir à deux choses que tu as mentionnées. Un, on va leur faire confiance. Oui, mais un instant, là, il faut savoir en quoi ils sont bons. La médecine allopathique, la médecine qui est pratiquée de façon générale dans les hôpitaux en Europe puis en Amérique, dans le cadre des systèmes de santé. La médecine universitaire. C'est ça. Alors, ils sont très bons pour couper, rabouter, changer des organes, réparer des hémorragies, tout ça. Ils sont très, très bons pour ça. Tous les problèmes de santé chronique, ils sont très mauvais dans ça. Et c'est pour ça qu'on a vu émerger depuis 20-25 ans la médecine intégrative, la médecine holistique, l'intégration des médecines orientales en Occident, et puis d'autres là, que j'oublie là. Donc, il faut être au fait de ces nuances-là. Je ne dis pas que la majorité des gens sont au fait que ces nuances-là, et c'est ce qui fait qu'il y a autant de gens qui décèdent de maladies chroniques, là, que ce soit des cancers, des problèmes cardiaques, etc., où on peut aujourd'hui réduire la plaque dans les vaisseaux sanguins avec de la supplémentation. Et ça, des médecins universitaires qui ont des formations universitaires, mais qui vont aussi chercher des compléments dans d'autres secteurs pour en faire une étude intégrative qui considère le corps comme un ensemble qui fonctionne tout ensemble plutôt qu'en pièces détachées. Mm-hmm. Là, ils se disent, il faudrait s'assurer que la plaque revienne pas dans les artères pour que mon patient revienne pas sur ma table d'opération. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour ça? Il y a des solutions qui existent pour ça, puis on les emploie, etc. Bon. Ça, c'est la première chose. Donc, les gens sont pas au fait que cette médecine qu'on nous vend dans les médias, ben, elle est bonne dans certaines choses, puis elle est pas bonne pour certaines choses. Puis l'autre item que tu viens de mentionner,
c'était en rapport avec, je m'excuse, là, j'étais pris dans ma suite d'idées, là, mais On fait confiance aux scientifiques parce que c'est les scientifiques. oui, oui, bon, la fameuse confiance, Oui. c'est ça. Les compétences sont là, semble-t-il. Parce que on n'a pas mis au défi l'establishment scientifique on a accepté sans remettre en question. Parce que les scientifiques qui remettent en question, eux, sont mis au banc. Hein, on l'a très bien vu lors de cette épidémie-là, supposée épidémie, parce que, ah oui, c'est là que je voulais aller. Alors là, tu disais, oui, mais il y a une crise, on va accepter. Ben, il n'y avait pas ce n'était pas une épidémie dans le sens qu'il n'y avait pas des gens qui mouraient dans la rue, comme au début du 20e siècle, quand il y en a eu une épidémie. Les gens qu'on avait vus sur les vidéos de Chine au mois de février 2020, qui tombaient, qui étaient en convulsion. En convulsion, merci beaucoup. On n'a jamais vu ça ici, même pas dans les symptômes des gens supposément contaminés de ce virus-là. Ce qu'on a vu, par exemple, c'est des gens qui ont l'injection, le traitement génique, qui ont eu ces réactions-là, qui tombent sur des terrains de soccer, des terrains de football pour nos amis européens, et qui tombent en convulsion dans des hôpitaux ou des salles où ils reçoivent l'injection. Ça, on l'a vu exactement comme les vidéos de la Chine. Alors, est-ce qu'il se pourrait que les vidéos qu'on nous a montrées en février 2020 étaient plutôt des vidéos de gens qui avaient reçu le traitement génique plutôt qui avaient été victimes du virus? Rétrospectivement, on peut se poser la question. Traitement génique expérimental, qui est toujours en phase 3, qui n'a jamais évolué, qui ne sont pas capables de... Ça prend du temps pour passer à une phase où il peut devenir... Ce qui est important de comprendre, c'est quand un traitement, on va continuer d'utiliser le terme traitement génique là, pour qu'on se comprenne et qu'on ne soit pas censuré. Le traitement génique, ils ont eu la permission de faire l'expérience. Ils n'ont pas reçu un sceau d'approbation des entités gouvernementales de santé et qui approuvent la médication, de dire que le médicament est sécuritaire et efficace, comme on nous l'a dit. Non, ils ont reçu un certificat pour conduire une expérience qui dure un certain temps et au bout de l'expérience, on saura s'il est sécuritaire et efficace. Ouais. Et ça, généralement, c'est 10 ans. C'est 10 ans que ça prend. Et on est à l'année 1 et demi, environ. Est-ce qu'on a réussi à isoler le fameux virus? Non. Le fameux virus, non, et ses variants non plus. Bon, l'argument qu'on va nous dire, c'est que c'est jamais isolé. Alors, on a des drôles de questions à se poser si on nous dit que c'est jamais isolé avec la technologie qu'on a aujourd'hui. Ah oui? Si c'est jamais isolé, ben, est-ce que ça se pourrait qu'on se fasse raconter des histoires sur bien des choses? Oui, moi j'ai parlé déjà dans une de mes émissions réservées aux abonnés du Club Curie des exosomes. Puis souvent on confond exosome et virus parce que c'est semblable et son mode d'opération et de fonctionnement se ressemble beaucoup. Mais on doit comprendre que c'est pas la même nature, ça n'a pas la même raison d'être. Et toutes les approches alternatives dans la crise qu'on nous a déclarée, là, la fameuse pandémie, mascarade, eh bien, il faut se rappeler, Richard, que toutes les approches alternatives, ce sont des approches antiparasitaires. OK. Et ça, faut le garder en perspective. Pourquoi de la médication antiparasitaire a obtenu un certain succès, principalement très tôt, hein, dans l'approche de traitement des gens qui étaient atteints de cette calamité qui nous a frappés. Alors, pourquoi des gens qui les utilisent dans les 24, 48, 72 heures ont une réponse immunitaire et une réaction physiologique spectaculaire,
si c'est un virus, alors que ce sont des médications qui sont utilisées généralement pour les parasites. Alors, est-ce que ça se pourrait qu'il y a quelque chose qui est incomplet dans l'information qu'on nous a donnée? Mais moi, tout ça, Richard, je veux peut-être qu'on embraye et qu'on change un peu de direction, parce que je sais que tu voulais parler de beaucoup de choses. Oui, oui. C'est de moins en moins. Un peu, là, mais Ouais. il y a peu de nouveautés que tu nous as expliquées présentement. Exact. Mais ça met les fondements quand même de la compréhension. Sur le plan médical, le docteur Raoul vient de faire une belle entrevue, à 2 reprises d'ailleurs, pour bien enfoncer le clou. Il s'agit d'un traitement expérimental. 1. 2. On a empêché de soigner les gens. On leur disait, attendez, le vaccin va venir sauver la situation. C'est curieux que dans notre monde moderne, on ne pense pas d'abord à envoyer une bouée de sauvetage aux gens qui sont en train de se noyer. Non, non, on va vous envoyer une chaloupe, vous pourrez embarquer dans la chaloupe, on va vous sortir de l'eau, vous allez vous... Ben oui, mais en attendant, les gens meurent. Alors, ça a été interdiction d'utiliser certains produits qui ont fait leur preuve en Afrique en particulier, parce qu'ils l'utilisaient En Asie, déjà. en Inde, Exactement. en Amérique du Sud. Ben voilà, alors toutes ces vérités finissent par aboutir. Et là, Jean, depuis 1 an et demi, on se fait barouetter à gauche, à droite, et on commence à réaliser que c'est un prétexte, cette affaire-là, parce qu'on parlait de grand reset économique, on parlait de mondialisation, il n'y aura plus de pays, ça va être sans frontières, mais un État mondial, politique, économique, imposé à tout le monde. Et puis pour ça, il faut que tout le monde rentre dans le troupeau. Puis pour leur imposer le bon fonctionnement, on va les dompter, on va les dresser, on va les amener à être dociles, dociles. Alors, et puis on voit que la réaction est tout le contraire. Là, les gens commencent à se réveiller parce que de plus en plus le temps passe. Et comme dirait Jean XXIII, le bon vieux pape, il disait toujours « donnez du temps au temps ». Ben, on donne du temps au temps, le temps passe, et c'est pas pour rien qu'ils se dépêchent de dire « ici au Canada, là, on est en train de vacciner », je répète, de force, les enfants. On les force. C'est-à-dire que si on leur dit « t'es pas vacciné, ben tu peux pas rentrer à l'école, etc. » ou « ben non, tu pourras pas jouer dans une équipe de hockey. » Tu sais, je veux dire, les jeunes Québécois, les équipes de hockey, c'est sacré, le hockey, les ligues de hockey. C'est comme le foot en Europe. Ah ben oui. Alors, on te dira la même chose. Ouais. Alors, et puis, ma réaction à ça, Richard, c'est que c'est la suivante. Cette obligation de force exagérée, comme on a vu en Australie, la semaine dernière en Hollande, où ils ont commencé à tirer avec des véritables balles, des armes à feu, des forces policières ont tiré pas des balles de caoutchouc, mais de véritables balles. La fin de semaine dernière, il y a eu une émeute. Et là, je ne sais pas en cette fin de semaine-ci, alors que l'émission sera diffusée, qu'est-ce que sera la situation en Hollande. Il y a eu une croissance une croissance exponentielle de la violence, de la répression. Oui. Mais la contrepartie à ça, c'est que la Chine a annoncé lors de son grand congrès qu'elle tournait le dos au grand reset. Oui. On a fait une émission sur Numéripresse à ce sujet-là. On a vu que malgré que la Russie avait un système de passeport et d'injection, qu'il était en marge du système des pays de l'Ouest, que c'est pas le même système. Ils ont leur propre injection, tout comme la Chine ont leur propre injection. Ils n'utilisent pas les mêmes technologies ARN. Ouais. Donc, et c'est pas les mêmes compagnies qui fournissent les injections sur leur territoire. Ensuite, on a vu comment en Afrique, on n'avait pas poussé tout le processus d'injection. En Amérique latine, on le fait à la latino, à l'hispanophone, donc plus ou moins mal organisé, mal structuré. Puis il y a personne qui est qui sent l'urgence dans les politiciens de faire ça de façon telle qu'il a été ordonné. Faut se rappeler. Mais il n'y a pas des hécatombes dans ces pays-là? Bon, il y en a eu au début. Ouais. Je pense entre autres en Équateur. En Équateur, il s'est passé quelque chose de très dramatique au début. On en avait parlé lors des émissions.
qu'on avait fait ensemble. Et très rapidement, ils ont adapté un traitement tel que celui préconisé par le docteur, là, que je veux pas renommer parce que là, c'est des mots-clés maintenant qu'on nomme sur YouTube, que c'est suffisant pour se faire couper. Alors, comme je sais pas quel bout de l'émission, je sais que tu vas prendre des bouts de notre émission et tu vas les mettre sur YouTube. Alors ils ont puis modifié. Les autres bouts que je censure par protection pour garder le message tout en gardant notre statut, mais ces bouts inacceptables par YouTube se retrouvent dans le club créé. C'est ça. Et donc, pour reprendre, alors, en Équateur, ils ont pris un traitement inspiré des Chinois de première ligne et de ce que faisait le docteur et d'autres. Oui. Et ils l'ont modifié quelque peu pour le rendre plus accessible rapidement. Et en quelques semaines, la véritable crise qu'ils vivaient là-bas, il y avait beaucoup de décès. Ça s'est arrêté en moins d'un mois. Exactement. En moins d'un mois, ils ont fait un revirement complet de situation, tout comme les provinces en Inde qui ont utilisé le fameux médicament contre les vers pour les chevaux, pour ne pas le nommer. Vous ferez vos recherches sur Internet si vous ne savez pas de quoi on parle. Geneviève a précisé, c'est un remède de cheval. C'est un remède de cheval, exactement. Alors, ce fameux, la version humaine, parce qu'il y a toujours une version humaine là, à ça, eh bien, il faisait des petits paquets là, de médication, puis il le mettait. Et là aussi, à l'intérieur d'un mois, le nombre de décès, parce que ces pays-là ont pris comme approche qui est différent des pays occidentaux, là, Europe de l'Ouest, États-Unis, Canada, Australie, Nouvelle-Zélande, et les pays d'Asie du Sud-Est. Là. Alors, ce que ces pays-là, comme l'Inde, ont choisi de faire, c'est de ne pas tenir en compte des cas, mais plutôt de tenir en compte les décès. Parce qu'en bout de piste, c'est ça qui compte, c'est combien de gens décèdent de la maladie, du mal qui court. Et c'est ce qu'on a vu au Brésil, c'est ce qu'on a vu dans la plupart des pays d'Amérique latine, d'Amérique centrale, l'Afrique, toutes ces régions du monde-là qui ont passé au travers sans tout. C'est sûr qu'ils ont eu des périodes difficiles économiques, ils ont été affectés. Mais en termes de liberté fondamentale, tantôt c'est de ça qu'on parlait, ils ont perdu beaucoup moins de liberté que dans nos sociétés de droit de papier. Exactement. Tout ça nous porte à croire qu'il y a effectivement différents types de traitements qui ont été mis en circulation. Et je pense que la note positive pour les gens qui nous écoutent, là, parce qu'il y a beaucoup qui sont désespérés, là, ben c'est que c'est pas tout le monde qui a reçu quelque chose de toxique ou toxique au point des handicapés. Puis où je m'en allais tout à l'heure, Richard, j'essaie de bâtir sur tout ce qu'on parle, là. C'est que vraiment, moi, mon focus à partir de maintenant, là, il est plus vers les gens d'essayer de convaincre, faire comprendre, et même auprès de notre communauté qui nous écoute, que ce soit à travers de vidéos rendies ou numérique presse, c'est pas d'en rajouter pour faire peur ou on la connaît l'histoire, là. On la connaît. Maintenant, je pense qu'il faut passer à d'autres choses. Toi, tu as fait toute une série d'émissions tout l'été là, avec de la connaissance qui était sur la place publique depuis les années 80. Oui. Comment on peut se préparer là aux événements? On sait que c'est clair, on retournera pas à ce qu'on avait avant l'an 2000. Là. En 2019, la vie qu'on avait en 2019, on n'y retournera pas, pour une raison ou une autre. Alors, comment on se prépare pour vivre 2022? Et toi, tu aimes bien le thème de 2023, qui est un thème chéri chez toi. Alors, comment on se prépare à vivre les prochaines années? Comment on se prépare quand on sait que des membres de notre famille ont pris des actions qui ne sont pas nécessairement en la même direction que nous, ou que carrément on désapprouve? Comment on va faire pour transiger avec ces gens qu'on aime? Comment on fait pour demeurer accueillant? Mais aussi d'accepter leur choix, puis pas faire en sorte que leurs choix viennent empoisonner notre vie, qu'on puisse continuer, nous, notre cheminement, notre démarche spirituelle, parce que chez Ésotérisme Expérimental, c'est une démarche ésotérique et spirituelle. Et puis, on a souvent parlé, on est dans une guerre spirituelle. La guerre qu'on vit actuellement, tout ce bombardement, tu parlais des médias, là,
C'est une guerre spirituelle, c'est pour nous empoisonner. Hein? Pendant des années, tu as parlé qu'on voulait annuler la fête de Noël. Déjà, cette année, en Angleterre, ça s'est parlé d'annuler la fête de Noël. C'est carrément ça qu'on a dit aux Britanniques. L'année dernière, au Québec, c'était annulé. On n'avait pas le droit d'aller dans les parentés, c'était nul. Alors, on ne sait pas si ça va arriver d'ici Noël, mais ça peut être encore la même chose cette année. Je pense, Richard, c'est vers ça qu'on doit se tourner quand on fait nos interventions dans les prochains mois. Toi, tu as beaucoup de connaissances pratiques. Écoute, Jean, écoute, là, ça fait presque 1 heure qu'on parle ensemble. Geneviève va nous dire ça. 59 minutes 30 secondes. Alors, on continue encore 30 secondes avec tourner autour de ce qui se passe, puis ce qui se passe. Mais là, je vais te dire, moi, je suis à ta disposition pour répondre à une invitation que tu m'avais faite en disant, un jour, Richard, il faudrait que je t'interviewe. Alors là, je vais te dire une chose, là. Je suis absolument préparé, j'allais dire blindé sur les plans psychiques, pour dire des choses. Et à ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendre, ceux qui ont des yeux pour voir, voient, et ceux qui sont scandalisés parce que malheur par qui le scandale arrive, mais il doit arriver, c'est ce que le Christ avait lui-même dit, il faut être capable de se dire ce qui était invraisemblable il y a 5 ans. Ça commence à être une réalité pour tout le monde, hein? Bon. Alors quand ça fait depuis l'âge de 7 ans, 8 ans, 10 ans, 12 ans que j'étais informé, et depuis cette époque-là, je parle de 2023, je ne connais pas beaucoup de futurologues qui auraient été capables de mettre le doigt sur une année aussi précise que 2023, précisément fin février 2023. Là, des gens encore qui font la gorge chaude en disant « On verra bien, hein? Attendons de voir, vous verrez. » On va essayer de ridiculiser le petit Glenn avec ses histoires de 2023. Je peux te dire que déjà là, au moment où on se parle, on réalise que 2023 est un terminus. Mais comme tout terminus que j'ai présenté dans une de mes émissions récemment, c'est pas là où le train arrête. C'est le train où les derniers passagers sortent. Mais l'aiguilleur, le contrôleur, le chauffeur, ils continuent, eux autres, après avec le train, pour aller jusqu'au bout du circuit qui va être ce qu'on pourrait appeler la zone de garage. Terminus, tout le monde descend. On entendait ça dans le métro de Montréal à l'Expo 67. Terminus, everybody out. C'est ça comme ça. Alors, j'ai compris qu'un terminus, c'est pas la fin. On va se retrouver dans quelques minutes pour une autre version de notre rencontre, Jean, où c'est à moi de parler, de répondre à tes questions ou d'écouter tes commentaires, mais je vais prendre le plancher beaucoup plus que dans la première partie où moi je voulais savoir où tu en étais dans la perception de ce qui se passe et tu es arrivé à cette fameuse notion que c'est une guerre, et c'est pire qu'une guerre naturelle, c'est une guerre spirituelle. Et elle est presque aussi évidente que la guerre contre les Cathares, qui était une croisade montée par le pape, avec la complicité du roi de France, pour aller attaquer, non pas des Sarrasins puis des musulmans, là, non, des chrétiens en pays français, les Cathares, qui étaient dans le sud de la France, dans la région du château, Rennes-le-Château. Alors là, on réalise, on est rendu là, avant Noël cette année. Je suis pas fâché parce que, écoute, je me retiens depuis 45 ans. Là, on commence notre 46e année, là, au mois de décembre. Alors là, Geneviève, on va dire bonjour à notre public qui nous a suivis déjà depuis 1 heure ensemble. Mais la partie qui s'en vient, c'est une partie carrément ésotérique où Glenn se lâche. Comme je disais autrefois, ça va être un chiard à Richard. Mais celui qui va brasser ça, là, il s'appelle Jean de Flore. Fait que la marmite est prête. On va brasser tout ça ensemble. Et puis, je pense qu'on va aller loin dans des dossiers qui vous intéressent déjà. D'accord? Nous sommes dans une période où il y a un combat pour la planète Terre. Et ce combat est au niveau de l'esprit humain. Et c'est un combat
à mort. C'est un combat à la finale. C'est un combat pour la libération de l'homme ou la subjugation totale de l'homme. Il y aura des forces qui prendront contrôle. Il y aura des forces qui ne pourront pas prendre contrôle. Et ces gens-là, sur lesquels ils ne pourront pas prendre contrôle, se forceront dans une direction. Ils s'isoleront d'une façon totale. Mais dans une dimension qui n'existe pas encore, qui existe, mais à laquelle nous n'avons pas encore accès. Auquel on a pris conscience, il y a quelque chose d'énorme qui dépasse la boule terrestre. Ça se passe à un autre niveau. Il y a quelque chose qui veut dominer. Il y a un opéra de Faust qui dit « Qui conduit le bal ?» Et Satan conduit le bal. Bon, alors on en est rendu là. Il y a des gens qui commencent à réaliser que ça fait des années qu'on essaie de détruire les religions, particulièrement la chrétienne, puis qu'on essaie de faire dénaturer tout le travail des bonnes sœurs qui étaient dans les hôpitaux avec la mission d'aider, charité, amour du prochain, qui était le grand message du Christ et de la religion, aime ton prochain comme si c'était toi-même. Bon, alors il arrive une époque de Noël où on veut éteindre. C'était le petit Jésus, on a essayé de le remplacer par le Père Noël, puis là, ben, on veut même pas parler de Père Noël parce qu'on veut faire oublier complètement l'histoire, à part du fait que on va déporter l'argent qu'on peut faire avec le Boxing Day, ou alors le Black Friday. Pour ne pas être raciste, là, il faut faire attention. Là, le Black Matter, comment est-ce qu'ils appellent ça, le Black Lives Matter, là, du vendredi. Nous autres, on appelle ça le vendredi fou au Québec. Quand on parle de noir, là, mon écran d'arrière est devenu noir. Bon, on va alors, Richard, juste pour comme ficeler tout ça, tu as une expérience quand tu es jeune et adolescent. C'est ce qu'on a déjà vu, ceux qui ont vu l'émission Caméra 80 quelque chose. 87. 87. Et ceux qui avaient vu ton émission avec Jacques Morancy à l'époque. Pas parenté avec toi, ça, Jean Morancy? Non, aucune parenté, mais que Jacques t'a suivi pendant plusieurs années. Il était avocat collaborateur. Et à Québec, et il demeurait à Québec comme toi d'ailleurs. Et donc là, toi, tu as cette expérience-là dans ta jeunesse et ton adolescence. Par la suite, tu commences ta carrière professionnelle et à un moment donné, en 76, alors que tu travailles professionnellement, tu lances l'émission Ésotérisme expérimental. Déjà, est-ce que tu avais connaissance de cette date-là que tu nous présentes, de février 2003, déjà à l'époque, ou c'est venu plus tard? Et comment ça se passe? Si j'ai bien compris de nos conversations, c'est qu'on te donne des brides d'informations peu à peu, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la date. Si tu peux élaborer un peu là-dessus. D'accord. Dès l'âge de 13 ans à peu près, j'avais 13 ans quand j'ai eu un contact avec d'autres êtres que les petits avec des grands yeux, qu'on appelle des êtres de lumière ou qu'on appellera des êtres éthériques. Bon, ils étaient trois, il s'est passé des phénomènes que je n'élaborerai pas maintenant parce que déjà, il y en a pour qui ça va être la folie, mais ça a été très précieux. Et ils m'ont dit, c'est que oui, tu as été choisi pour faire quelque chose d'important. Moi, je ne savais pas du tout de quelle nature c'était pour être, mais je leur disais, moi, je ne me voyais rien de particulier. Ben, ils ont dit, tu as eu une expérience à quelques reprises avec une catégorie, mais il faut qu'on contrebalance. Parce que ce que tu as connu avec les autres, c'est autre chose qu'on veut te faire connaître. Et tu es prêt. Bon, j'avais 13-14 ans. Et là, ils m'ont dit, veux-tu connaître ton plan de vie? Ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire, on va te dire qu'est-ce que tu vas avoir à vivre. Ben, j'ai dit, c'est le fun, c'est pas le fun. Puis en réfléchissant, j'ai dit, j'aimerais savoir si ça finit bien. Ils ont dit, ça va finir très bien. Donc, j'étais optimiste, je
suis resté optimiste toute ma vie, malgré toutes les calamités qui ont pu me tomber dessus, comme à n'importe qui, là, ou à peu près. On va te protéger et on va t'aider. Alors, je trouvais que le contrat valait la peine. Les expériences qui m'ont amené à vivre très rapidement à ce moment-là, 13, 14, 15 ans, 16 ans, à 17 ans, là, j'étais porté à expérimenter certaines choses qui sont plus particulières. Et avec un petit groupe d'amis vers l'âge de 20, 21 ans, 22 ans, jusqu'à 30 ans, alors que j'ai commencé mes émissions à 30 ans précisément, j'avais mon frère qui, lui, faisait son grand séminaire au désir de ma mère pour qu'il devienne prêtre, ce qu'il n'a jamais voulu faire, mais il y a eu la formation classique, il a appris le grec, le latin, tout ça. Pendant que moi j'apprenais l'Énochien, j'avais des contacts avec des êtres qui m'enseignaient plein de choses. On faisait des débats philosophiques quand ils revenaient dans des fins de semaine, parce qu'ils étaient comme dans un pensionnat. Et tout ça m'a permis de comprendre la nature spirituelle de l'être humain. En me disant que ça finirait bien, elle disait, ça va aller bien dans le monde. Oh non, c'est le contraire. Et ton travail, ça va être de préparer les gens. Alors, Jean de Flore, comme tous les autres gens, à comprendre des choses qui vont les toucher personnellement. Et quand les religions vont s'être écroulées, affadies, j'aime mieux l'expression affadie, ça perd de sa saveur, ça perd de... T'as plus le goût, tu sais, t'en as plus le goût parce que ça goûte plus rien. Ben à ce moment-là, tu vas être encore en train de mettre de la pression pour que les gens restent connectés, bien branchés. Alors oui, j'ai accepté en me disant, ça vaut vraiment la peine. Et j'ai eu des expériences, et j'en ai fait vivre des expériences à des proches qui se souviendront très bien d'avoir eu des contacts, avoir eu des expériences physiques, spirituelles. Bon. En sachant toujours que c'était pour nous préparer aux événements qui culmineraient avec 2023. Pourquoi? Parce que à cet âge de 13-14 ans, quand ils m'ont donné l'avenir, ils m'ont dit oui, et tu vas être là. Lors des événements majeurs. Alors, 2023. 2023. Moi, je voyais ça loin. Je me dis, quel âge je vais avoir? 76 ans? 77 ans? 16. Je ne sais pas, je vais être rendu jusque-là. 77 ans, c'était un âge mémorable parce que pour lire Tintin, il fallait que tu ailles de 7 à 77 ans. Après 77 ans, il ne faut plus que tu lises les aventures de Tintin. Mais le plus amusant, c'est qu'ils enlèvent les aventures de Tintin parce qu'ils disent qu'il y a du racisme ici, il y a toutes sortes d'affaires qui fait que finalement, on s'est rendu compte. Un jour, j'ai dit à mon public, je ne pourrai plus faire mes conférences au Cégep de Maisonneuve sur le théâtre, sur la scène, en leur disant vraiment à mon public, 600-700 personnes, je suis ici en train de parler, je reçois des invités, vous ne le croirez pas, hein? Il n'y a pas longtemps, ça sera incroyable, mais je n'aurai pas le droit de venir faire des conférences. Hey, écoute, on n'est pas en Russie, là, Glenn. Parce que tu vas lâcher. Non, ça n'a rien à voir. C'est vraiment ça qui se prépare. Alors, là, on était des années 1990, 93, 95. Il n'y avait rien qui nous préparait à ça. Et avec le temps, j'ai d'abord appris graduellement des étapes. Pour 2023, c'était 2023. Mais à un moment donné, j'ai appris que c'était le rendez-vous 2023. Ah, j'étais fier, je disais à mon public, rendez-vous, on va être en rendez-vous, meeting, tout le monde, on va se réunir, on va être en rendez-vous. Et depuis à peu près 15 ans, j'apprends que c'est pas seulement dans ce sens-là, mais c'est un meeting, mais rendez-vous, c'est aussi à bas les armes, abdication. Alors c'est rendez-vous, à bas les armes, rendez-vous. Surrender en anglais. Oh. Et là, ça commençait à faire débouler dans ma tête les images que j'avais vues des événements à venir. Et dès que ça est arrivé l'automne 2019, on se dit bien l'automne 2019, septembre, octobre,
Je recevais un astrologue qui nous faisait l'avenir pour l'année 2020, 2021. À un moment donné, le boucan m'est sorti par les oreilles, puis je l'ai arrêté, puis j'ai dit, écoutez, là, il faut arrêter de tourner autour du pot, là. C'est une troisième guerre mondiale qui débute. Il ne voulait pas aller si loin, il avait peur d'épeurer la population. Moi, je l'ai dit comme ça. Et j'ai dit, ça va être terrible ce qui va se passer. Mais ça ne fait que débuter en 2020, 21, 22, 23, l'Europe. Et j'ai dit, guerre mondiale, quelques jours avant que Macron ait déclaré, lui aussi, lui-même, que c'était une guerre mondiale contre un virus, pas contre un pays en particulier. Mais plus le temps passe, plus on se rend compte qu'il peut y avoir une origine humaine de manipulation. Jusqu'où ça nous mènera? Ben, ça nous mène à l'obligation d'en prendre conscience pour se réveiller à temps, pour faire face collectivement à ce qui se passe. Et pour ça, là, ben, je vous fais entendre Bernard de Montréal, qui lui-même a mis les points saisis et les barres sautées à une émission que j'avais à la radio de CKVL en 1979. Un samedi après-midi, Monde et mystères, c'était le titre de mon émission. Alors, on écoute Bernard de Montréal qui nous parle du début du 21e siècle. Vous prenez Adolf Hitler. Hitler, il avait des bonnes intentions au début. Mais quand il a commencé à mélanger sa politique avec de l'ésotérisme, de l'occultisme, il s'est mis en communication vibratoire avec les forces de l'astral, et éventuellement, elles ont pris contrôle, et éventuellement, elles ont mené l'Allemagne où l'Allemagne est venue. Et beaucoup d'Allemands en Allemagne, durant ce temps-là, ne voyaient pas ça. Il y a même un grand psychologue qui a fait partie du mouvement nazi en Allemagne. Alors, pour les gens qui ne connaîtraient pas Bernard de Montréal, c'est un type que j'ai rencontré dans des circonstances de nos rencontres ésotériques, comme je vous disais, entre 18 et 20 ans jusqu'à 30 ans. On avait un groupe de gens qui venaient chez moi j'allais chez un ou chez l'autre, puis on faisait des expériences ésotériques. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer ce personnage-là à un moment donné, dans une rencontre dont j'ai déjà expliqué les avenants et les aboutissants. Et Bernard est devenu un de mes conférenciers principaux parce qu'effectivement, il était original dans son discours, dans sa façon d'exprimer les choses. Et la source n'était pas la même que la mienne, semble-t-il. Mais ça amenait au même... Tu sais, on peut monter une montagne sans prendre le même sentier que l'autre. Mais quand on arrive en haut, on arrive à la même place, tous les deux. Puis tous ceux qui vont monter Mont-Saint-Hilaire, ben, ils savent que rendu au Pain de Sucre, il n'y a pas de place pour des millions de personnes. Le groupe qui va être là, c'est un groupe qui va se reconnaître et savoir que, ben oui, je te suivais là, oh oui, j'ai été là, oui, j'ai fait ça, non, j'ai ça. Bon, fait que finalement, tout ce petit groupe-là va devenir homogène rapidement. Et... Alors, moi j'aurais une question, Richard, oui, par rapport à ça. De ton point de vue actuel, et je dis bien de ton point de vue parce que notre connexion, elle est souvent teintée de nos filtres personnels, de nos expériences personnelles, de notre vécu. Oui. Et quand on le raconte à d'autres, on peut percevoir les choses, mais quand on le transmet dans la matière, souvent c'est teinté. Alors aujourd'hui, en novembre 2021, où penses-tu que l'on se dirige? C'est quoi l'expérience février 2023, selon ce que tu en perçois actuellement? On comprend que ta connaissance de l'événement chemine, qu'on t'en révèle, c'est ce que tu m'as déjà dit, qu'on t'en révèle des bouts au fur et à mesure que l'on s'en approche de cette date-là, avec les risques aussi que l'événement ne se passe pas à la date précise. C'est toujours un risque. Hein? Dans le passé, il y en a qui ont prédit des choses à des dates précises et ça s'est pas passé au moment précis. Mais au-delà de ça, là, l'énergie, si on peut dire, que tu ressens, vers quoi on s'en va, puis en quoi le dévoiler lors de ces émissions. Étant donné que l'émission qu'on enregistre présentement demeure sur Internet, les gens pourront la consulter, la regarder avec le temps qui passe. Si j'en dis pas assez maintenant, ils vont dire « Ah, ben, il n'a pas tout dit, parce que, le gars, il a oublié de parler de ça, puis de ça, puis de ça. » Puis si j'en dis maintenant,
il y a des gens qui vont dire, il est fou. Puis il est à côté de la plaque, là, ça n'a pas de bon sens. Moi, il n'y a pas si longtemps, j'étais dans un sol d'un restaurant auquel toi-même tu as participé. On était allés ensemble dans une des réunions du Garpan à Québec. Tu te souviens? Tu nous avais accueillis chez toi avec Gilles. On avait couché chez toi à Québec. C'était un beau moment dans ma vie, ça. J'ai bien aimé l'énergie avec Justine, ta compagne, puis tout ça. On était allés à un restaurant, puis c'était ça la vraie vie, tu sais. Et puis, dans ce restaurant-là, dans le sous-sol, si tu te souviens, j'avais lancé un défi aux gens. Je leur ai dit, bon, il y a le dernier film de Star Wars, La Guerre des Étoiles, qui vient de sortir au cinéma. J'ai été le voir. Voulez-vous connaître la fin? Non, 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 non. On va aller le voir. On n'a pas besoin de le savoir d'avance. OK. Bon, ben, c'était juste un test. Je voulais vous demander si vous seriez intéressé de savoir ce qui vous attend. On était en novembre, fin novembre. Est-ce que vous voulez savoir ce qui s'en vient pour 2020, 2021? Oh, non, on va le vivre. Oh non. Puis là, ben, je demandais aux gens de lever la main. Il y avait à peu près un tiers de la salle qui disait, ben oui, ça ne me dérange pas, mais la majorité disait non. Non, on va le vivre, puis on va le voir, le film. On aime mieux pas être prévu, avoir des préjugés, puis tout ça. Oui, mais j'ai dit, si vous apprenez que le bateau va couler dans la traversée entre Southampton et New York, il va couler. Tu ne peux pas le savoir d'avance? Il y en a qui l'ont su d'avance, puis qui n'ont pas pris le bateau. Le fameux Titanic est parti, puis il n'était pas dessus, puis il y avait un billet pour y aller dessus. On s'est dit, comment ça se fait? Parce qu'ils avaient fait un rêve, qu'ils avaient tellement senti réel dans le rêve, que les deux personnes en question ont décidé de ne pas embarquer dans le bateau. Ils ne le regrettent vraiment pas. Bon. Et ce que je peux vous dire, c'est pas agréable ce qui nous attend encore. C'est loin d'être fini, ce qui est entamé. Parce que si vous le comprenez bien, c'est un changement de direction radical où les moyens utilisés jusqu'à maintenant pour nous convaincre qu'on veut nous aider. Monsieur Yanta, j'ai hâte de vous entendre parce que je vois bien là, que vous êtes sur le bord de toucher quelque chose. Vous en avez parlé tantôt, puis l'écho était dans ma tête très bon. Oui, on est sur le bord d'avoir un gros changement. Et 2023, c'est pas une guerre mondiale, c'est pas une fin du monde, c'est pas les 3 jours de noirceur, c'est un rendez-vous. Tout simplement. Et quand on dit rendez-vous en français, ça veut dire meeting en anglais. Non. Rendez-vous en anglais, ça peut vouloir dire aussi surrender. Vous savez ce que ça veut dire, surrender? Se rendre à bas les armes. Toute la cabale, toute la matrice, toute la pourriture, on n'a plus confiance aux autorités politiques, on n'a plus confiance à l'équilibre économique dans le monde, on n'a plus confiance à l'organisation sociale dans laquelle on est piégé. On appelle ça la matrice, on n'est pas loin de la vérité. Mais quand, à un moment donné, tous ceux qui ont les pouvoirs de contrôle sur l'être humain vont le perdre parce que ils vont être dépassés par les OGR. Ce ne sont pas des robots d'intelligence artificielle. Ça va être de l'intelligence naturelle rectifiée qui va permettre à des êtres de ne pas se laisser embobiner. Parce que les autres, la télépathie va fonctionner instantanément, tout le temps. Ils vont savoir ce que l'autre pense. Et quand quelqu'un veut t'embobiner dans quelque affaire, c'est pas long. Il descend en pleine face toute son histoire. 2023, c'est le rendez-vous. Et maintenant, vous savez, un des éléments du secret que j'ai, c'est que ça veut dire en même temps les deux mots, surrender et meeting. Dans quel des deux vous allez être? Dans le meeting ou dans le surrender? Je ne pense pas que vous êtes concerné par le surrender. Non. Voilà ce que j'avais vraiment à vous dire, que je suis content qu'on s'est entendu, qu'on s'est compris. C'est vraiment ça de l'ufologie maintenant. C'est vraiment de parler d'êtres qui sont en toute bonne foi capables de nous aider. Ils le font, ils l'ont fait à plusieurs reprises. Ils ont tout essayé encore au COP 15 à Copenhague, juste à côté de l'école de Bourbon, qui est en contact avec les êtres extraterrestres. Et puis au bout de la ligne, ça a foiré. Et ils ont dit, c'est pas grave, on va être là,
avec le petit peuple. Actuellement, on est en train de... Dans tous les pays du monde importants, il y a des manifestations du peuple. Là, c'est sur le dos de l'écologie. En fait, c'est sur le dos de la survie de l'humanité. C'est ça que ça veut dire, l'écologie. Évidemment, il va y avoir des événements qui vont dégénérer. Qu'on le prenne par le bout qu'on voudra, que ce soit médical, que ce soit politique, que ce soit militaire, que ce soit géographique ou géologique, des averses qui n'en finissent plus, ou des feux de forêt qui n'en finissent plus, qui apparaissent ici, par là, par là, par là. Tout ça est commandé. Et on a maintenant des grands moyens. On nous dit que depuis début des années 90, ils ont sabré le champagne à Genève en disant maintenant plus rien ne nous est impossible de ce qu'on veut faire. Alors ils ont tous les moyens à leur disposition pour y arriver. Et qu'on ne se surprenne pas que quand ils amenaient des pauvres personnes à partir du Veldiv, le vélodrome d'hiver à Paris, ils embarquaient dans des wagons à bestiaux avec des lattes de bois ajourées, que les gens se laissaient transporter, puis ils étaient amenés jusqu'à Auschwitz, Dachau. Ouais, des camps de travail. Le travail, c'est la liberté. Puis qu'à travers ça, il n'y en a pas là, qui, en cours de route, là, au moment où le train ralentit dans des zones où il tourne serré ou des choses comme ça, tu défonces le wagon, les lattes de bois, ça se défonce à coups de pied. Tu te lances en bas, ben non, tu peux te blesser. Ben oui, tu peux te blesser. Ben oui, t'es bien mieux d'aller te faire exterminer au camp de travail. Non, non, ils nous attendent là-bas, ils vont bien nous traiter. On a pourtant la leçon, on devrait comprendre. C'est très facile de servir de cobaye à des forces que souvent on ne comprend pas. Le type qui me rencontre ne sait pas ça. Le type qui me rencontre ne connaît pas le processus par lequel moi j'ai passé pour être sûr de moi-même. Moi je suis bien dans ma peau, mais lui ne sait pas, ne connaît pas les conditions de la qualité de ma réception et de ma communication. Alors la première chose qu'il doit faire, c'est d'écouter. Si c'est intéressant, ça va. Si c'est banal, ça va. Mais de ne jamais croire. Il ne faut pas croire des gens comme nous. Il ne faut pas croire les gens qui ont des contacts avec les plans suprasensibles. Il faut les écouter et les accepter si on se sent bien avec eux et les foutre à la porte si on se sent mal. Et ça, c'est important. Ça, c'est plus important que toute l'information que je peux donner sur les triangles des Bermudes. Parce que c'est là que ça se joue. Il y a des gens qui sont assez sensibles en dedans pour sentir qu'un personnage est bon. Il est consistant, il est bon. Ça va, on est à l'aise. C'est vibratoire, il y a une sympathie. Mais dès qu'un type commence à s'interposer, à établir une autorité sur un autre individu, quel que soit le niveau de sa connaissance, là, ces gens-là sont en danger. Et on est dans le temps là où ça se produit et où ça va se produire encore plus. Bon, ben, il y a des gens qui partent, puis il y en a d'autres qui partent pas là, à la fin février. Le plus grand danger, Jean, ça veut dire que tu l'échappes, là, c'est que la rapidité avec laquelle les événements vont arriver peut dépasser notre entendement présentement. On a l'impression que, tu sais, on va venir 2 semaines, on va venir 2 mois, on va venir dans 3 mois, puis à un moment donné, là, wow, dans 3 mois et demi, dans 4 mois, dans 5 mois et 2 jours, ça va être très différent. Puis là, qu'est-ce qui arrive, là? La folie est prise sur la terre. Ben, cette folie-là va entraîner des choses incroyables qu'on peut pas voir venir 6 mois d'avance, et 1 an encore moins. Alors, c'est une piste de temps à prendre en considération. La moisson de la terre est-elle prête? Ne manquez pas la matrice 4. La résurrection? Non, les résurrections.
On voit bien le S à résurrection ici. La suite, soit la semaine prochaine, et aussi dans le club créé. Bonne semaine.